Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV. Bienvenue dans votre émission Entretien. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Abdelkader Maïga, président de la coalition contre la partition du Mali, EGDA Mali Tekla, membre fondateur de Espoir Mali Koura, EMK, et membre du comité stratégique du M5 RFP. Bonjour monsieur Maïga. Bonjour monsieur Diarra. Alors, quelle est votre analyse sur la situation actuelle du Mali? Merci monsieur Diarra, c'est quand même une très grande question et puis une très longue question. Mais avant de vous répondre, je vais profiter pour d'abord remercier les Maliens, les patriotes, les Maliens de l'intérieur, les Maliens de la diaspora et les activistes, en particulier Activist TV et tout le reste. Et remercier tous ceux qui se battent pour éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport à la crise malienne de 2013 à aujourd'hui. Je voudrais tout simplement que les uns et les autres comprennent que nous sommes dans une situation que nous avions nous-mêmes depuis un certain temps. Je veux dire, nous l'avons à raison ou à tort négligé. Et voilà aujourd'hui que ça devient une crise qui s'ajoute déjà à une crise sécuritaire, socio-politique, économique. Maintenant, on est dans une crise institutionnelle en plus, ce qui est quand même grave. Mais étape par étape, de façon pédagogique, pour que tout ce que vous avez comme des fidèles Activist TV et tous ceux qui vont avoir la chance de regarder cette vidéo puissent comprendre l'évolution des choses. Nous allons juste commencer à partir par exemple de notre marche du mardi 11, de notre meeting du mardi 11 août 2020, une manifestation gigantesque qui a été vraiment salutaire, une fois de plus, remercier tous les Maliens qui sont sortis massivement à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le lendemain matin, le 12, à 7h30, les manifestants ont été sans sommation, gazés, vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur, pour les disperser. Cela nous amène à nous poser énormément de questions. Parce que nous avons constaté depuis le 5 juillet que les forces de l'ordre, depuis le 5 juin d'ailleurs, que les forces de l'ordre ont pris pour habitude des arrestations qui ont abouti le 10 juillet à des tueries barbares, inhumaines, par les forçats. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui vu des arrestations, même à l'intérieur du Mali, des arrestations arbitraires et avec des jugements expéditifs pour condamner nos gens. Ouais. Nous avons même vu un cas où c'est un de nos camarades, avec le bras cassé, le juge l'a condamné et ils l'ont mis directement à la maison centrale d'arrêt, sans soin. Donc c'est des pratiques qui nous amènent à réfléchir sur est-ce que aujourd'hui nous sommes avec un responsable de ce pays qui cherche des solutions. Est-ce que ce régime en place cherche réellement des solutions? Parce que la solution, ce ne serait pas ces arrestations-là. Il faut que les forces de l'ordre comprennent que dans toute démocratie, dans toute civilisation, aujourd'hui, il faudra songer qu'il y a une sacralisation de la vie humaine. La vie humaine est sacrée et rien ne vaut la vie humaine. Et la vie humaine est soutenue par les droits fondamentaux. Maintenant, quand tu regardes en termes de priorité, la vie humaine est là en haut, c'est numéro 1. Numéro 2, on a les droits fondamentaux. Maintenant, ces deux-là sont assis sur un socle qu'on peut appeler la justice, la sécurité, et plus bas, nous avions la bonne gouvernance. Aujourd'hui, au Mali, nous manquons de tout ça. La vie humaine n'est plus sacrée, les droits fondamentaux sont bafoués, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de gouvernance. Donc, est-ce qu'il y a même un État
C'est la question qu'il faut se poser. L'État est failli, les gouvernements ont failli. C'est ce qui nous amène là. Donc cela m'amène juste à dire au ministère de la Sécurité qu'il faut qu'il sache raison garder. Parce que quand quelqu'un échoue, un chef d'état-major général de l'armée qui échoue sur un théâtre d'opération et qu'on ramène pour être ministre de la Sécurité, mais c'est juste pour échouer davantage. C'est pour échouer davantage. Ce n'est pas forcément parce qu'on est militaire qu'on est bon partout où il y a sécurité. Donc ça, je dis, il faut qu'il sache raison garder. On ne veut pas réellement l'indexer autrement, mais qu'il sache que nous sommes largement informés et largement responsables de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Et que nous pouvons réagir également. On n'a peur de personne, ni de quoi que ce soit. Voilà. Pour le Mali, on est prêt à tout. Le ministre de la Justice, par exemple. Mais moi, je me pose la question. Dans un pays où il vient trouver déjà qu'il y a tellement de dossiers pendants. Je me rappelle le 12 juillet 2016 à Gao où on a tué nos camarades qui marchaient pour lutter contre les autorités intérimaires. Jusqu'à présent, le dossier n'est pas élucidé. Les forçats ont tué quelqu'un à Sikasso. Les mêmes forçats. Une force antiterroriste qui n'a qu'un seul objectif de lutter contre les terroristes, qui se retrouve dans une capitale pour tuer. Et qui sont les responsables? Le ministre de la Justice ne peut pas s'occuper de ces affaires-là. Au niveau du ministère de la Justice, nous, au niveau du M5 RFP, nous savons qu'il y a énormément de réformes à faire à ce niveau. Mais si le ministre actuel qui pense que lui, il peut arrêter tous les responsables du M5 RFP et que peut-être que c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on l'a nommé ministre, s'il passe tout son temps à faire du showbiz sur les télés, à raconter sa vie et penser que cela ça peut nous effrayer, nous allons simplement lui dire de faire énormément attention. Nous savons les casseroles qu'il traîne. Nous nous rappelons comme si c'était hier de la gestion calamiteuse de la CENI quand il était à la tête de la CENI. Nous nous rappelons exactement quand on lui a remis près de 600 millions pour la révision constitutionnelle. Une révision pour laquelle, une prestation de service pour laquelle nous avons appris qu'il y a un avocat français qui a fini par dire qu'il n'a touché que des broutilles dans tout ça. Alors, est-ce que le travail a été bien fait? Est-ce que le travail a respecté les normes? Est-ce que la passation de marché a respecté les normes du marché public? Beaucoup d'interrogations. Donc, Ketapo comprend tout simplement qu'il a intérêt, en homme de droit, de respecter la loi, de respecter les Maliens, de respecter le M5 RFP. Ça, c'est à son honneur. Sinon, il nous aura sur son chemin. Sur son chemin, c'est certain. Je voudrais, par la même occasion, rappeler qu'il y a eu ces derniers temps des rapprochements de la CEDEAO. Et à ce niveau, j'avoue que les premières fois, nous avions essayé d'être à la hauteur parce que le Mali est un pays d'accueil. Et nous avions pensé qu'en acceptant de dialoguer avec la mission de la CEDEAO, qui était conduite par Goodluck Jonathan, qu'ils allaient rapidement comprendre la crise profonde que traverse le Mali aujourd'hui. À notre grande surprise, après sa deuxième visite, ils ont colmaté des solutions bizarres que nous avions rejetées en bloc naturellement. Mais à notre grande surprise, des chefs d'État qui sont venus, qui nous ont écoutés, sont retournés et faire un sommet extraordinaire où ils reconduisent les mêmes solutions que Goodluck Jonathan avait proposées, sous prétexte que même Emmanuel Macron les a demandé d'aller dans ce sens. Alors, nous on se pose vraiment des questions. Parce que vous savez, cette fois-ci encore, Goodluck Jonathan, il est revenu dans notre capitale. Non seulement quand il venait, il n'a pas demandé au M5 RFP une rencontre formelle. Ouais. Dans son agenda, ce n'était pas écrit. Mais il faut que les Maliens et la communauté internationale se posent des questions. Comment Goodluck, quand il était parti la dernière fois, avait déjà écrit dans son rapport que toutes les parties qu'il a rencontrées au Mali étaient d'accord avec lui sur les solutions, sauf le M5 RFP. Ce qui est déjà faux.
c'est une contre-vérité éhontée. D'abord, on est fier que d'autres organisations ont déjà décrié tout de suite l'aspect mensonger de la chose. Mais il revient cette fois-ci. Son intention était de chercher à désolidariser l'imam Mahmoud Dicko du M5 RFP. Et sans succès, il a planifié d'aller voir le shérif de Nioro. Et nous savons également ce qu'il est parti raconter au shérif de Nioro. Après, il est parti voir ATT. Donc, c'est lorsqu'il a constaté la sortie du mardi 11 qu'il s'est vraiment ravisé que le M5 RFP est une force tranquille, une force qui est l'émanation du peuple en colère aujourd'hui. Ce peuple qui rejette le régime IBK et son système. Finalement, il appelle pour pouvoir rencontrer le M5 RFP. Et j'avoue, je le dis sincèrement pour nos camarades qui vont regarder ces vidéos, nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur. Quand il a rencontré l'équipe de M5 RFP, en analyse, nous avions compris qu'il a du mépris, comme d'ailleurs IBK pour nous, le M5 et pour les Maliens. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a dit hier? Mais je ne peux même pas vous résumer tout, mais je vais vous donner les grandes lignes. Non seulement il nous dit il faut que nous discutions avec la majorité et que lui, il n'aura pas le temps d'être là pour participer à nos discussions, mais c'est lorsqu'on aura discuté et qu'on aura trouvé des solutions que eux, ils vont transmettre à IBK. Donc, il faut qu'on accepte de rencontrer IBK. Et ce n'est pas pour aller discuter avec lui, c'est pour aller presque entériner nos solutions. Franchement, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire et puis bon, heureusement pour eux, heureusement pour lui d'ailleurs, je vais dire, parce que nous avions des sages, des grandes personnes parmi nous et tout ça là. Et sinon, good luck aujourd'hui, il doit juste être traité comme persona non grata au Mali et le foutre à la porte du Mali. Pourquoi là? Purement et simplement. Non, parce que tu ne peux pas venir dans un pays en crise en voulant résoudre la crise, augmenter sur la crise. Ça veut dire que tu es incompétent. Ça veut dire que tu es irresponsable. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour le peuple. Et quand on ne respecte pas son peuple, on n'a pas droit à rester avec ce peuple-là. Il doit être tout de suite mis en dehors des frontières du Mali. Parce que c'est une catastrophe pour notre pays. Mais même les solutions que la CEDEAO avait proposées, dites-moi, quelle est la solution qui était légalement applicable? Quelle était la solution qui n'était pas en porte-à-faux avec notre constitution? Tout était anticonstitutionnel. Mais est-ce que vous allez quand même rencontrer le président IBK? On ne le rencontrera pas. Nous avions décidé au M5 RFP, avant toute chose, avant même de penser rencontrer, tant que les amis, nos frères, nos amis, nos camarades qui sont tombés sous les balles assassines de ce gouvernement, de ce régime, tant que cette situation n'est pas élucidée, il est hors des questions. Mais est-ce que de vive voix, vous avez demandé au président de démissionner depuis que cette lutte a commencé? Monsieur Diarra, je pense qu'il n'y a pas de voix plus autorisée que les télés sur lesquelles nous parlons matin, midi et soir. Il n'y a pas de voix plus autorisée que l'imam Dicko qui lui a parlé face à face de ce que nous avions demandé. Il n'y a pas de voix plus autorisée que nos déclarations, nos documents qui sortent dans la presse matin, midi et soir. Il n'y a pas d'autres témoignages aussi forts et éloquents que l'arrivée des 5 chefs d'État qui sont venus en nous disant que leur ligne rouge, c'est que le président ne doit pas partir. Pour nous, on s'en fout de ligne, que ça soit rouge, vert ou quelle qu'en soit la couleur. Nous, on n'a pas besoin d'instruction de qui que ce soit ou d'imposition de qui que ce soit. Ça, je le dis sans modestie. Ce n'est pas leur ligne rouge là qui est un problème pour nous. C'était juste une façon de les respecter en tant qu'autorité dans leurs différents pays. Et nous pensons que nous sommes de la CEDEAO et nous avions
un égard pour les chefs d'État de la CEDEAO. Mais ces tons, ces menaces, tout ça, ça nous laisse faire. Donc le président ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Pour répondre clairement à votre question. Alors, vous avez été tiré à balles réelles, les manifestants. Vous avez été gazé, réprimé. Alors, que prévoyez-vous prochainement? Nous avions une réunion cet après-midi, normalement. Et nous allons décider de la suite à donner à ce qui s'est passé. Parce que ce qui vient de se passer est inacceptable. Inacceptable. On peut trouver des raisons de gazer, d'arrêter des gens, de blesser des gens, de tuer des gens. Mais je lance un appel quand même à ce niveau aux forces de l'ordre. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont des Maliens. Il faut qu'ils comprennent réellement que tout ce que nous sommes en train de faire comme lutte, c'est pour revendiquer leurs droits. Le droit auquel ils aspirent depuis tant d'années, qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Et le fait qu'ils ne sont pas dans les conditions qui nous amènent à des tueries, à des camps militaires qui disparaissent totalement, à des hécatombes. C'est pour eux que nous sommes en train de le faire. Qu'on te donne l'ordre d'aller arrêter quelqu'un parce qu'il a fauté, c'est pas grave. Mais que tu ailles brutaliser la personne jusqu'à lui casser le bras ou les côtes ou les jambes et tout ça, là, le mettre dans un état mais pitoyable, c'est pas sérieux. Non seulement c'est pas légal, mais c'est pas humain. Et le ministre de la Justice, c'est là qu'il doit interpeller lui également. Nos éléments qui sont arrêtés pendant qu'on les a fracturés des os, et ils se retrouvent encore en prison. Est-ce que c'est normal? Il faut que ces forces de l'ordre comprennent que nous sommes tous des Maliens et que nous sommes capables d'étiqueter tout un chacun et que l'histoire retiendra ce que chacun a fait. Ce n'est vraiment pas des paroles en l'air. On ne peut pas accepter que l'impunité continue comme ça, au niveau même des gens qui sont chargés de respecter la loi. Alors aujourd'hui, si le président venait à démissionner, qu'est-ce que le M5 propose concrètement au peuple malien? Vous savez, aujourd'hui, nous l'avons dit, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Nous avons dit qu'il faut une transition pour ce pays. Il n'y a aujourd'hui aucune solution miraculeuse pour que le Mali retrouve réellement la paix, la stabilité et penser avancer si on n'avance pas dans une transition. Pourquoi cette transition en plus? Vous savez, le Mali a besoin de refondation. Et dans cette refondation, on sera obligé de prendre des décisions très fortes. Des décisions très fortes, audacieuses. Et quand on est un élu, surtout un président de la République, démocratiquement élu avec sa formation politique, j'avoue que ça va être difficile de prendre certaines décisions à l'heure où nous sommes. Au risque de voir sa propre formation l'abandonner avant la fin de son mandat. C'est pourquoi les Maliens doivent comprendre. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas la personne d'Ibeka ou autre chose. Le Mali est dans le gouffre. Il nous faut obligatoirement le tenir, le faire sortir du gouffre, lui donner des assises, lui donner la force nécessaire de pouvoir s'implanter, d'être debout. Et après lui donner la force, l'intelligence, le système qui lui permettra de marcher correctement. Et après créer les conditions pour que le Mali puisse avancer. C'est pourquoi nous disons, il nous faut obligatoirement cette transition. Mais puisque à l'unanimité des contestataires, tout le monde est sûr et certain que avec quelqu'un qui ne tient jamais promesse, avec quelqu'un qui a fait 7 ans que le Mali est dans ce gouffre aujourd'hui, le garder pour faire une transition ne servira à rien parce que ça pourra tout simplement annihiler toutes les actions que nous allons entreprendre. C'est pourquoi sa présence n'est pas nécessaire du tout. Même pour son intérêt, il doit comprendre aujourd'hui. Lorsqu'on échoue 7 ans sur 10,
Ce serait même préférable et mieux de donner la chance à des gens qui pensent trouver une solution pour t'aider au moins à bien finir. Mais ce n'est pas sa conception. Et ces dernières actions nous prouvent à suffisance que non seulement il a du dédain pour le M5 RFP, mais il a le même dédain, le même mépris pour le peuple malien. Et en fait, il est même insensible, je dis bien le mot, il est insensible aujourd'hui à ce qui se passe au Mali. Son seul et unique souci, c'est son pouvoir. Ou sauver son clan. À commencer par son fils. Alors, face à de telles situations, la meilleure des solutions, c'est qu'il démissionne. Qu'il démissionne. Et si le M5 RFP peut le sauver en facilitant les conditions de son départ, de sa démission, tant mieux. Il y a quand même des gens qui pensent que vous n'êtes pas le peuple. Tandis que vous prétendez parler toujours au nom du peuple. Qu'en dites-vous? Oui, ben écoute, c'est de bonne guerre quand même. Hein? C'est de bonne guerre. Mais écoutez, au niveau de Bamako, ceux qui ont voté pour Ibeka en 2018, premier tour et deuxième tour, ils sont au nombre de combien? Ibeka n'a pas été élu à Bamako avec plus de 500 000 voix. Il n'a pas eu 500 000 voix à Bamako. Mais vous avez vu quand même 1 million de personnes toutes les fois qu'on sort au minimum. Alors, et pourtant, on dit que c'est le peuple qui l'a élu, avec 500 000 voix à Bamako, et le reste du Mali. Quand on regarde l'ensemble du Mali, regardez la sortie par exemple du mardi 11, mais dans toutes les capitales régionales, presque il y a eu sortie, et dans pas mal de cercles, les gens sont sortis. Ça fait combien de millions de Maliens? Comparativement à lui qui, en 2018, où ils ont triché, ils ont falsifié les résultats, on sait qu'il n'a pas passé, mais qu'il a eu des bourreaux, il a eu des machines à mal faire pour l'amener à rester au pouvoir, mais il n'a pas été élu avec plus d'1 500 000 personnes. Donc vous êtes le peuple? Nous sommes légitimement le peuple aujourd'hui. Celui qui veut dire le contraire, qu'il montre réellement quelle est la force alternative à notre mouvement aujourd'hui. Alors, avec toutes ces contestations, nous avons quand même vu que le président il a mis en place un mini-gouvernement. Il a remembré la Cour constitutionnelle. Que dit le M5 par rapport à ça? Le M5 n'est pas préoccupé par ce que fait le président actuellement. Le M5 constate simplement que le président n'est pas conséquent avec lui-même et n'est pas conséquent avec le peuple. Dans tous les cas, tout ça c'est éphémère. Aujourd'hui, imaginez tout simplement que le Premier ministre qui était là le jour où on a fait cette tuerie, le 10, 11, 12 juillet, il était le seul qui était en place au nom du gouvernement. Effectivement. Quand il y a eu les tueries, alors qui a donné l'ordre de tuer? La question reste posée quand même. Eh bien voilà. Et on va jusqu'à nous dire qu'on réitère la confiance à ce même Premier ministre. Qui a tué? On a vu dans la foulée le secrétaire général ou je ne sais pas, celui qui est nommé aujourd'hui comme président de la Cour constitutionnelle, signer des lettres au nom de la primature pour demander des explications par rapport aux tueries. On a vu une seconde lettre, ils demandent, ou je ne sais pas, ils autorisent des fonds qui doivent servir à aller mater ces manifestants. Et la même personne qui a signé ces deux lettres, qui est de la primature, lorsque ce même Premier ministre est en fonction, c'est cette personne qui est nommée président de la Cour constitutionnelle. Vous trouvez ça normal? Est-ce que ce n'est pas quelque part une façon de le récompenser pour le service rendu? Vous pensez que comme ça on peut construire un pays? Je vais vous donner encore d'autres exemples. Des gens qui ont échoué sur un théâtre d'opération, que tu as humilié, tu reviens confier le ministère de la Sécurité à la même personne. Mais c'est tout simplement, je dirais, du mépris
de l'incompétence, de l'incohérence, de l'insouciance. Donc tout ce qu'il est en train de faire, si vous regardez même dans leurs différentes informations, on ne sait pas quelles sont les solutions qu'il a appliquées. Tantôt c'est des solutions de la CEDEAO, tantôt c'est leurs solutions, tantôt c'est des solutions de X ou Y. En tout cas, c'est du bricolage et du colmatage. Et tout est anticonstitutionnel. Mais aujourd'hui, si le président venait à dissoudre l'Assemblée nationale et peut-être, je ne sais pas, dissoudre la Cour constitutionnelle, parce que je vois dans votre explication que la Cour, elle n'est peut-être pas légitime. Donc si le président venait à dissoudre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, est-ce que ça ne serait pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. En fait, que Ibeka soit là ou pas, la Cour va être dissoute, l'Assemblée nationale sera dissoute. Aucune solution ne marche, le gouvernement sera dissous. Aucun gouvernement ne marchera avec un premier ministre, le premier ministre actuel à la tête. Ça, c'est indéniable. Il faut qu'il soit certain. Le Mali se fera sans lui. Mais si le président dissout ces trois, même s'il dissout ces trois, vous êtes prêt à continuer avec le président? On n'est pas prêt. Parce que le problème, c'est le président. Parce que ce n'est pas une question, M. Diarra, ce n'est pas une question de poste. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que je vais gagner. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Sincèrement, ça aurait été une question d'intérêt personnel. Il parle de gouvernement d'union nationale aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêche tous les membres du M5 de rentrer dans le gouvernement? Le comité stratégique, là, aujourd'hui, on est 23. Mais si on veut, là, les 23, on les met dans le gouvernement. Puisqu'on est de bords différents et tout. Mais on en a cure. On n'a pas besoin de rentrer dans le gouvernement. C'est dont nous avions besoin. Nous avions besoin d'une transition pour remettre le pays sur les rails et avancer. Et malheureusement, ça ne peut pas se faire avec Ibeka. Ça ne peut pas se faire avec le Premier ministre actuel. Ça ne peut pas se faire avec déjà ce noyau de personnes qui traînent des casseroles et qui se retrouvent comme ministres à des portefeuilles clés. Les portefeuilles régaliens de l'État. C'est la preuve. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que le gouvernement, ce noyau qu'on vient de mettre, si ça avait été que des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui sont irréprochables à tout point de vue, on pouvait dire, bon, il a compris la leçon. Il veut avancer. Mais tu nous amènes les mêmes gens qu'on connaît, qui ont détruit ce pays-là. Tu veux aujourd'hui qu'on aille rentrer dans un gouvernement où c'est eux qui vont décider majoritairement? Écoutez, franchement, pour mieux faire aujourd'hui, moi je lance toujours un appel à Ibeka lui-même. C'est qu'il démissionne. Il peut négocier sa façon de partir ou sa façon de rester au pays, mais qu'il démissionne pour qu'on puisse très rapidement saisir le Mali. Sinon, ça n'est terminé. Le Mali est dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement grave, parce que la première des complications que nous avions, c'est la mentalité du Malien depuis 2013 à aujourd'hui. Avant 2013, on voyait le phénomène venir. On voyait le phénomène venir, le mercantilisme, comment on peut dire encore, le gain facile, tout ce qui est contraire à l'éthique. On voyait que les Maliens étaient excellents dans tout ça. Franchement, il faut changer la mentalité des hommes maliens aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Regardez les gens de la Forsat qui doivent protéger des vies humaines en se battant contre des terroristes. Mais au niveau même de la Forsat, les jeunes qui ont été formés, certains depuis un certain temps jusqu'à présent n'ont pas bénéficié de leur prime. Est-ce que c'était vraiment la Forsat?
Mais ça fait partie de la Forsat. Ils ont 2 unités. Non seulement il y a une unité qui est pilotée par un monsieur qui prend toute son unité spéciale, qui le met au compte de la Forsat, qui les traite au même titre que les gens de la Forsat. En même temps, au niveau de ces jeunes qui sont formés le 26e, comment on appelle, la 26e promotion, ces gens n'ont pas bénéficié de toutes leurs primes. En partie, il y a des gens parmi eux qui n'ont rien eu depuis 6 mois. Et on sait comment les gestions de ce fonds sont devenues. On nous parle parfois de légalité, de constitution, mais je vais dire à tous ceux-là qui parlent de respecter la constitution, de respecter la légalité. Moi, je me pose la question, est-ce qu'ils sont maliens? Est-ce qu'ils sont sur notre planète? Parce que lorsqu'on voit plus de 5000 morts dans son pays, est-ce qu'il y a un chiffre sur Terre qui peut payer la vie humaine? C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la sacralisation de la vie humaine. On a perdu plus de 5000 âmes au Mali. Combien de militaires? Combien de responsables, de fonctionnaires? Nous avions 900 écoles fermées depuis combien d'années? Nous avions perdu plus de 400 villages rasés de la carte du Mali. Nous avions perdu les 2/3 du territoire national. Nous avions vu tout récemment, on se lève comme miraculeusement pour dire oui, l'article 39 c'est réglé. L'article 39 qui a amené l'année à être presque une année blanche, on le règle parce que le M5 RFP s'est levé. Il règle aujourd'hui les primes des magistrats qu'ils ont réclamées, ils ont marché, ils ont grévé, ils ont tout fait. C'est aujourd'hui qu'on leur donne tout ça pour fragiliser le M5 RFP. Mais les magistrats ne sont pas dupes pour ne pas comprendre que c'est notre mouvement qui fait qu'aujourd'hui on leur donne cette chance. Même si quelque part le fait de donner cette prime-là à ces magistrats est également tout simplement, je dirais, de l'injustice. Il y a des directeurs nationaux dans ce pays qui n'ont pas la moitié de ce qu'on est en train de donner aux magistrats. Des directeurs nationaux, c'est de l'injustice. C'est tout ça là qu'il faut regarder plus tard dans le Mali pour traiter équitablement les dignes fils de ce pays, à quelque niveau que ce soit, sans considération de race, sans considération de profession, sans considération d'appartenance politique, sans considération du genre. Il faut qu'on arrive à rendre l'équité à chaque Malien, la justice à chaque Malien. C'est pourquoi je pense que le ministre de la Justice actuel, il a tout le boulot du monde qu'il doit faire au lieu de s'attaquer au M5. Franchement, je dis à ces gens-là encore de faire attention. Ils ne peuvent pas continuer à nous parler de légalité, de peuple, de rester derrière la Constitution, pendant que de 2013 à aujourd'hui, avant que Ibeka ne vienne, et jusqu'en 2013-2014, la route Gao-Sévaré était praticable. Il y avait juste quelques nids de poules et on les colmatait. Et puis nous, on partait à Gao, même avec une Mercedes 190, on peut aller à Gao. Mais aujourd'hui, c'est fini. Plus de route. Alors que nous avions appris que la route a été financée par l'Arabie Saoudite. Nous avions entendu parler des 5 000 milliards que la Chine a donnés. On est où? C'est-à-dire qu'avant, les Maliens étaient considérés comme des apprentis sorciers dans la délinquance financière. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des maîtres sorciers. Nous sommes devenus aujourd'hui des gens qui volent sans trace, des gens qui pillent toute une économie nationale sans trace, des gens qui détournent tous les fonds de nos partenaires financiers et techniques sans trace. Incroyable mais vrai. C'est comme égorger un mouton sur un papier blanc et ne pas voir des traces de sang. Donc le Mali doit se relever. On est vraiment mal au point. Que si on ne se relève pas tôt, j'ai peur pour le reste. Si on avait une chance, en 2016, quand l'association Gao Lama Boré disait aux gens,
que nous sommes dans une crise existentielle du Mali. Les gens n'ont pas compris ou ils ne voulaient pas comprendre. Et on les avait dit. Les gens qui sont au sud, en particulier les gens de Bamako, ont toujours pensé que la crise était une crise du nord et que ça allait rester au nord. Et pourtant, on les a dit, attention, c'est une crise existentielle du Mali. Et voilà, aujourd'hui, même Bamako est menacé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Nous pensons que le M5 RFP est une très bonne opportunité pour le peuple malien de se ressaisir, de mettre le Mali sur de nouvelles bases, obligatoirement, à partir d'une transition. Et la transition se fera avec toutes les forces vives de la nation. On n'a pas l'intention de discriminer qui que ce soit aujourd'hui, parce que nous, on veut amener la justice et l'équité. Ouais. Tout le monde sera là. On va décider ensemble de la feuille de route qu'il faut pour la transition, le contenu qu'il faut pour la transition, qu'est-ce qu'il faut modifier pendant la transition, quelles sont les décisions courageuses qu'il faut prendre pendant cette transition, et on aura des gardiens de la transition. Mais une fois que la transition est finie, mais on organise des élections en parfaite et bonne due forme. Parce que aujourd'hui, n'est pas voté avec une carte biométrique. C'est quand même scandaleux. Mais on a des cartes biométriques partout. INPS, AMO et partout, on a des cartes biométriques. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et si vous avez un message à faire passer. Le message, il y en a toujours. Toujours des messages. Le premier message, je vais l'adresser à la communauté internationale, à commencer par la France. Moi, je voudrais que les autorités politiques françaises comprennent une chose. C'est l'éveil des consciences des peuples africains. Et dans cet éveil des consciences, nous n'allons pas remettre en cause nos accords bilatéraux ou multinationaux, des trucs comme ça. Non, ça se fera avec un œil attentif. Mais nous allons revoir tous ces accords pour que ça soit gagnant-gagnant pour nos peuples africains et pour la France et le reste du monde. Dans le cas particulier du Mali, nous savions qu'il y a plusieurs accords et nous serons obligés de regarder ces accords. Pas juste dans le but de les rejeter, mais de les regarder pour que ça soit des accords gagnant-gagnant. Pour le peuple malien d'abord, on ne va plus admettre que des gens sous n'importe quel prétexte viennent nous piller nos ressources, plomber nos économies pour en faire ce qu'ils veulent et nous imposer des dictats de la période coloniale. Ça ne marchera pas. Mon deuxième message, je vais l'adresser à tous ceux qui sont panafricains, toute l'Afrique. C'est un début comme ça au Mali, mais il faut que tous les Africains se réveillent. Si l'Afrique, si les différents pays africains étaient bien gérés, on n'avait pas besoin d'aller où que ce soit. Et on avait tous les moyens possibles pour que les Africains restent chez eux et qu'ils soient heureux chez eux, sans chercher à découvrir une autre partie du monde. Donc je félicite tous ces pays qui ont décidé aujourd'hui de soutenir le Mali, que ce soit à Bruxelles, en Suisse, en Italie, en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Tous ces pays qui nous aident, qui se battent aujourd'hui et qui nous envoient des messages d'encouragement, on les remercie. Et pour finir, je demande aux Maliens de se ressaisir pendant qu'il est temps. Il ne sert à rien de cacher la vérité. Il ne sert à rien de se mentir. Ibeka a échoué. Il n'a même pas échoué parce qu'il a trouvé des problèmes avant qu'il ne vienne. Les gens le disent, ce qui est archi faux. Quand tu acceptes d'être président de la République, c'est parce que tu as des solutions. C'est pourquoi tu viens avec un programme pour dire aux Maliens, si je viens, voilà ce que je vais faire pour vous sortir d'affaires. Et les gens l'ont choisi parce qu'ils avaient cru en l'homme, en sa parole. Mais malheureusement, les Maliens n'ont pas été regardants au moment de le choisir parce qu'ils n'avaient pas de programme. Il ne faut pas qu'on se mente.
Il ne le connaissait pas, il pensait le connaître, mais il ne le connaissait pas. Ibeka a échoué parce que le Mali, c'est son dernier souci. Ibeka a échoué parce qu'il ne travaille pas. Ibeka a échoué parce qu'il a autour de lui un clan mafieux qui n'a pensé qu'à leurs propres intérêts. Et finalement, Ibeka a échoué parce que le peuple malien qu'il a élu, ils n'ont pas été regardants. Quand tu es président de la République, tu as été élu, le peuple avait le devoir de le surveiller. Et quand ça ne va pas, de se lever comme un seul homme pour dire non, stop, il faut que ça change. Tout ça, ça a manqué. Et c'est tout cela qui ne doit plus se reproduire au Mali. Lèvons-nous, tout le monde, et demandons à Ibeka, pour le reste de temps qui reste, qu'il nous donne la chance d'amener le Mali à bon port. Et ne plus rester à la maison ou bien chez vous pour penser que non, je suis de cœur avec le M5, je suis de cœur avec vous. Non, ça ne sert pas. Être de cœur, d'accord, mais nous demandons à tout le monde de se mobiliser à chaque fois qu'il y a sortie du M5 RFP, de se mobiliser massivement parce que le pouvoir et ses amis ne comptent que sur le temps pour que le mouvement puisse s'essouffler. Et en ce moment, ils vont attraper individuellement les responsables pour les traîner dans la boue. Donc, que les Maliens se mobilisent davantage pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous prions pour nos morts, mais il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour le Mali. Et nous allons nous battre le restant de notre vie pour que la lumière soit faite autour de ces morts. Et à tous les autres camarades détenus, OMT et tout le reste, partout à travers le Mali, nous leur disons chapeau, ils sont des héros du changement nouveau qui s'annonce au Mali et que nous sommes de cœur avec eux. Nous allons tout simplement nous focaliser sur l'objectif de la lutte pour ne pas être divertis, mais on pense matin, midi et soir à eux. Et je vous remercie. Alors, je le rappelle, nous étions avec Abdelkader Maïga, président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tekla, membre fondateur de Espoir Mali Croix, EMK, et membre du comité stratégique du M5 RFP. Alors, une fois de plus, nous vous remercions d'avoir accepté notre entretien. Chers abonnés, à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.